Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver cette fois à distance pour les cinquièmes journées de l'économie autrement. Les premières, vous savez, hein, on vous en a parlé déjà ce matin, si vous étiez à la première conférence, en la présence de Philippe Frémaux, qui a été à l'origine de ces cinquièmes journées, qui s'est complètement investi et qui a fait leur succès, je crois, aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde qui va être présent, beaucoup de monde va être présent pendant ces deux journées. En tout cas, moi, j'étais son ami, je pense qu'il était le mien, et c'est à lui que je pense ce matin. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant l'heure qui arrive, les trois quarts d'heure précisément? Nous sommes ensemble pendant 45 minutes, avec deux moments bien distincts et qui ont pour objectif commun de parler, entre autres, de la région Bourgogne-Franche-Comté. Alors, ça intéressera bien sûr ceux qui y vivent très directement, mais aussi, je crois, tous ceux qui sont dans d'autres régions, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent d'ailleurs, et qui peuvent éventuellement prendre exemple de ce qui se passe en Bourgogne-Franche-Comté, peut-être pas pour imiter vraiment ce qui se passe, mais pour savoir ce qui peut être bien dans une région, quelles sont les initiatives qui fleurissent, et avec quel moteur, aussi bien politique qu'économique. Comment la région, comme elle dit, fait bouger son territoire. Alors, dans un quart d'heure à peine, nous irons vraiment dans le concret des initiatives citoyennes en vous présentant, euh, comme chaque année, des projets, euh, des, des expériences exemplaires dans le service aux citoyens qui ont été récompensées. Il sera question d'éducation populaire, de centres d'activités ludiques, de livraison à domicile, pourquoi pas, d'accompagnement de jeunes femmes seules avec enfants, bref, encore une fois du concret. Alors d'ici là, on va prendre un peu de hauteur avec ceux et celles qui permettent, par leur action politique ou économique, que ce genre d'initiative puisse naître, c'est évidemment important. Première interlocutrice, la présidente de région, Marie-Guide Dufay, partie prenante de ces JEA depuis le début, depuis leur début à Dijon, et qui a tenu à s'adresser à vous. Alors on l'écoute. Impossible d'aborder les journées de l'économie autrement sans penser à Philippe Frémaux, qui a tant fait pour le succès de ces journées Impossible d'aborder depuis les plusieurs journées années, de et puis l'économie qui de toute autrement façon nous a sans tant penser à Philippe apporté Frémaux, en matière de réflexion qui a tant sur fait l'économie pour le et sur les succès de ces solidarités. journées Alors, au depuis cœur plusieurs années, des et puis journées qui de toute autrement, façon nous a tant l'économie apporté sociale en et matière de solidaire, voilà un réflexion secteur sur qui fait l'économie l'objet de la et part sur les de la solidarités. région. Alors au cœur, La la région, région, la région, la région, la la région. toutes nos Toutes nos attentes. Bonjour à tous, je pense que nous avons des problèmes de je vais redonner la parole à Alain Passerelle. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à rebrancher votre micro. Voilà pourquoi nous tenons dans notre collectivité à soutenir les actions
Encore un problème technique. Est-ce qu'on me dit ce qui se passe? Je pense est-ce que tout le monde a écouté Marie-Guite Dufay? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on réécoute Marie-Guite Dufay qui avait des choses à nous dire sur les JEA? Je pense qu'il y a eu une coupure. Est-ce que vous m'entendez, Alain? Oui, je vous entends. Eh bien, écoutez, je vous invite à… Il y a eu un problème de vidéo, donc je vous invite à continuer. On essaiera de repasser la vidéo de Marie-Guite D'accord. Dans la deuxième partie. Merci. Marie-Guite Dufay qui nous disait tout l'attachement qu'elle porte à l'économie sociale et solidaire et ce qu'il a fait marcher dans la région. Mais nous aurons tout à l'heure avec nous quelqu'un d'autre du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, Denis Hameau, qui s'intéresse lui particulièrement à l'économie sociale et solidaire. Alors voilà, en tout cas pour la volonté politique, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Il faut des partenaires pour, aussi des moyens, évidemment, des partenaires qui aient envie aussi de s'investir dans ce type d'économie. Avec nous en direct, Antoine Bréard, directeur régional de la Banque des Territoires Bourgogne-Franche-Comté. Bonjour, Monsieur Bréard. Bonjour Alain, bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord un mot sur cet organisme, la Banque des Territoires, en l'occurrence Bourgogne-Franche-Comté. Il en existe partout en France d'abord? Des banques des territoires, oui. Enfin, dans chacune des régions, il y a une direction régionale de la Banque des Territoires, donc qui est à l'écoute des collectivités, des projets des collectivités et aussi par exemple des partenaires de l'économie sociale et solidaire, des bailleurs sociaux, des professions juridiques. Voilà, nous adressons une clientèle et un partenariat disons, très large. À quoi servez-vous? Alors, à trois choses essentiellement, c'est qu'on peut réduire à deux. Certaines des filiales de la Banque des Territoires opèrent des services, c'est le cas de CDC Habitat par exemple, dans le domaine du logement ou de l'asset dans le domaine de l'accompagnement, du conseil approfondi des collectivités, mais de manière plus pour cibler sur l'essentiel de ce que fait la Banque des Territoires, c'est deux choses. C'est du conseil, de l'accompagnement pour tous nos partenaires, les collectivités, tous nos partenaires, et des financements, de l'investissement, des financements. Voilà, deux vecteurs, disons, d'action principaux. Alors, pratiquement en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, vous diriez que c'est un monde à part dans ce que vous faites, c'est une part essentielle de votre tâche? Alors, ce n'est pas un monde à part, c'est une activité essentielle. Et en fait, l'économie sociale et solidaire, finalement, c'est un mode d'exercice d'un certain nombre d'activités qui peuvent être exercées de manière capitalistique, mais qui sont, dans ce cas-là, exercées de manière différente. Donc, l'économie sociale et solidaire, finalement, adresse, comme on dit en mauvais français, donc un certain nombre de thématiques qui sont très larges. Donc chez nous, c'est pas un secteur à part en quelque sorte, mais c'est un secteur d'activité à part entière, au contraire. Alors 2019 a été une année particulière pour la Banque des Territoires, comme dans beaucoup de domaines évidemment. Quelle a été votre action spécifique pendant ces mois, j'allais dire perturbés, et ça risque de durer? Oui, alors notre première obsession, en fait, ça a été de maintenir la continuité de notre activité, parce qu'on n'avait jamais travaillé, en fait, on n'avait jamais testé une configuration dans laquelle tout le monde était en télétravail à 100%, nos locaux étaient fermés. Et donc notre obsession était de maintenir notre chaîne de production, en fait, c'est-à-dire instruire des demandes de financement, d'accompagnement, les engager, contractualiser et verser les fonds. Et voire même, parfois, nous avons accéléré le versement des fonds. Donc, notre chaîne de production, après quelques jours, s'est avérée robuste, et donc nous avons poursuivi normalement notre activité. Deuxième temps, ça a été et très rapidement la mise en place de mesures d'urgence pour nos partenaires, y compris les partenaires de l'ESS, donc report d'échéance de prêt, par exemple, accélération de versement. Et puis, le troisième temps, qui s'est enchaîné très rapidement, notamment avec la région Bourgogne-Franche-Comté, ça a été l'élaboration d'un plan de soutien, et notamment au secteur de l'ESS, et notamment nous visions les entreprises, les associations employeuses. Et donc, avec la région, nous avons
mis en place donc un plan, notamment de prêt relève solidaire avec France Active. Donc à hauteur, nous avons nous contribué à hauteur de 3,2 millions. Donc voilà, pour soutenir les associations, notamment dans le domaine de la culture, du loisir, du médico-social, du sport, enfin tous les secteurs qui ont été durement impactés par cette crise. Et à ce jour, donc, nous avons ce fonds a engagé plus d'1 million d'euros de financement donc, en direction de ces associations employeuses. Dans cette période particulière, vous diriez que l'économie sociale et solidaire s'en tirait mieux que d'autres ou c'était la même chose pour tout le monde? Je n'irai pas jusqu'à dire cela parce que en fait, le monde des associations a quand même été durement impacté, les TPE également. Ce que je pense, c'est que nous avons un système d'accompagnement et de financement très résilient, j'allais dire, qui irrigue bien le territoire. Et donc, je pense que ces structures de l'ESS, qui sont impactées comme toutes, voire davantage, bénéficient d'un tissu d'accompagnement efficace et qui leur permet, je pense, je l'espère, en tout cas c'est ce que nous faisons au quotidien avec nos partenaires, qui permettent d'affronter cette crise. Et au-delà d'affronter cette crise, donc d'envisager aussi demain. Il y a un plan de relance national. Comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce plan, vous, Banque des Territoires? Oui, tout à fait. Alors, le plan de relance national, alors au niveau de la Banque des Territoires, c'est 26 milliards d'euros de fonds propres à peu près qui vont être mis sur la table dans les 5 prochaines années. Et nous avons, donc ça adresse tous les secteurs de l'activité, le commerce, le tourisme, l'industrie, l'habitat, etc., etc. Mais quelques mots sur ce que nous comptons faire dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc, nous avons travaillé un plan spécifique au niveau national avec 300 millions d'euros qui sont prêts à être mobilisés, avec quelques thématiques que je liste très rapidement parce que c'est la solidarité, le médico-social, la transition alimentaire, les circuits courts, dont l'importance a été soulignée à maintes reprises au cours de cette crise, le développement économique local, par exemple le développement des tiers-lieux, puisque cette crise a mis en évidence également la nécessité de compter sur des lieux où les salariés puissent travailler, se rencontrer, des espaces de coworking. La formation, l'éducation, l'inclusion numérique. Voilà les quelques champs sur lesquels nous allons travailler, avec 2 méthodes essentiellement. L'investissement direct. Donc, la Banque des Territoires se propose de plus en plus souvent d'investir directement des projets. Et ce qu'il faut voir également, c'est que nous avons de plus en plus de sollicitations de point de vue parce que, disons que les partenaires bancaires, très certainement, il y a une nouvelle approche du risque quand même qui est à l'œuvre, et tout à fait légitimement. Donc, les banques, on les révise leur approche du marché et leur approche des risques, puisque les risques sont en hausse, et donc très certainement il y aura besoin d'acteurs comme nous pour faire effet de levier et puis favoriser le financement de ces projets. Donc, nous avons direct. Oui. Votre sentiment général, pour terminer, Antoine Breher, sur la région, vous pensez qu'elle tient bien le choc, qu'elle est par rapport à d'autres, peut-être, avec ses forces propres. En résumé, est-ce que vous avez confiance sur la capacité de la Bourgogne-Franche-Comté à se remettre, j'allais dire, d'aplomb? Oui, alors j'ai confiance. On a vu cet été, par exemple, une des forces de la région, c'est le tourisme de proximité, qui part des atouts du territoire. Et cette année, les acteurs du tourisme dans la région ont fait une très bonne année cet été. Et je pense que nous avons les moyens de rebondir et nous sommes donné les moyens d'accompagner les initiatives en la matière. Voilà. Et puis, un autre point également à souligner, c'est, alors à vérifier si ça s'inscrit dans une tendance lourde, mais très vraisemblablement l'extension, le développement du télétravail
et de nature à favoriser le tissu de villes moyennes qui compose notre région. Et on le voit d'ores et déjà, on commence par des villes qui sont proches de la région parisienne, par exemple, hein, comme Sens, je vous citerai cet exemple, voire même dans la Nièvre également, on a senti cette tendance qui demeure comment dire, à approfondir, à exploiter. Et je pense dans ce retour en grâce, en fait, je l'espère, qui va se confirmer des territoires, des villes moyennes, je pense que le monde de l'économie sociale et solidaire a tout à fait son rôle à jouer pour mailler le territoire, pour proposer des services, des produits, des lieux, des initiatives de l'innovation sociale qui sont susceptibles d'attirer nos concitoyens et de permettre d'ancrer cette tendance, disons, qui, avec le développement du télétravail, qui ne peut qu'irriguer nos territoires. Merci, merci Antoine Breher, directeur de la Banque des Territoires. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on en vient maintenant, comme je vous le promettais, à du concret, du réel. Parmi les multiples initiatives citoyennes qui naissent chaque année en Bourgogne-Franche-Comté, quelques-unes sont distinguées et récompensées parce qu'il leur est très utile, c'est-à-dire la plupart du temps l'argent pour permettre de continuer leurs activités, ou pour certaines, vous allez le voir, de les démarrer. Cette année, 5 projets ont été retenus dans différents endroits de Bourgogne-Franche-Comté. Nous reviendrons sur chaque initiative. Entre-temps, les voici résumés en à peine 3 minutes. Écoutez et regardez. Voici donc résumé les 5 initiatives sur lesquelles, je vous le redis, nous allons essayer, si tant est que la technique puisse le permettre, de revenir. Mais j'appelle d'abord Denis Hameau. Est-ce que Denis est avec nous? Denis Hameau qui est
qui est le vice-président chargé de l'économie sociale et solidaire à la région. Denis Hamon, êtes-vous avec nous? Est-ce que Denis Hamon peut monter sur scène, comme on dit effectivement en langage technique? Voilà, encore, excusez-nous pour ces premiers pas dans les JEA à distance, avec quelques petits problèmes techniques pour l'instant. Est-ce que Denis est là? Denis qui doit nous expliquer comment marche ce concours, qui sélectionne les projets, combien il y en a eu cette année. Est-ce que Denis peut monter sur scène, encore une fois? J'aimerais bien qu'on en parle. Non? Est-ce que Denis est là? Là. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Est-ce que Denis Hamon est avec nous? Est-ce que Denis Hamon est avec nous? Voilà, je ne sais pas si on peut repasser Marie. Non, alors, ce n'est pas Denis Hamon. Si Denis Hamon ne peut pas se connecter, on peut aussi appeler Francis Côté. Ah oui, alors Francis Côté, est-ce que Francis Côté est avec nous? Ah, je crois que Denis nous rejoint. Denis nous rejoint. Denis n'était pas loin. Ah non, c'est Francis. Voilà. Francis Côté, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes conseiller régional délégué à l'innovation sociale Oui. et vous êtes partie prenante de ce concours, si j'ose dire, d'initiatives locales depuis que les JEA. Comment ça se passe? Comment vous recevez beaucoup de projets, vous allez au-devant, vous les cherchez, on vous appelle? Comment ça se passe ce concours? Alors, la première chose, bien évidemment, il y a tout un travail d'information de la part de la région pour que toutes les structures de l'ESS qui le souhaitent, bien évidemment, puissent candidater à ce concours régional de l'ESS. Alors, avec ça, pour réussir le plus possible, on joue avec les réseaux, la CRES, enfin voilà, tous les têtes de réseau, bien évidemment, sont sollicités pour que chacun et chacune puisse, s'il le souhaite, poser sa candidature. Alors, pour cette année… Vous recevez combien de candidatures en gros? Alors, pour cette année, nous avons eu 42 candidatures. Voilà. Ah ben voilà, Denis, donc je vais lui laisser la main. Mais… On a eu effectivement 42 candidatures, donc ce qui est un chiffre supérieur à l'année dernière, je crois. Voilà, qui nous a amené à faire un jury, bien évidemment, que j'ai eu l'honneur et le plaisir de présider, puisque le vice-président Denis Hamon n'était pas disponible. Voilà, donc ça a été, pour nous aussi, ça a été une première, puisque ça a été un jury en visio, avec donc 12 membres du jury, que je tiens à remercier ici, parce que ça a été une visio de 3h30 à peu près, sous la houlette des services et d'Émilie. Et voilà, donc ça a été un moment, même en visio d'ailleurs, ça a été un moment très riche. Est-ce que ça a été facile de sélectionner les projets cette année, par exemple, ou… Alors, comme toutes les années… Vous affrontez, vous confrontez vos idées? En fait, chaque membre du jury, en amont, reçoit plus particulièrement, analyse et défend devant les autres membres du jury 3 ou 4 projets, hein, sur un temps de 3-4 minutes. Voilà. Et ensuite, il y a des échanges, bien évidemment, des questionnements, s'il y a des précisions à apporter. Voilà, c'est un échange, pour le coup, vraiment interactif. Et alors, c'est toujours difficile de choisir, bien évidemment, mais je dirais que les 5 lauréats, alors les 4 lauréats plus le prix coup de pouce, coup de cœur, coup de pouce. Cette année, on a choisi de faire un coup de pouce, hein, pour une structure qui n'est pas encore, ou un projet. Tout à l'heure. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc ça a été, comme je le disais, difficile à trancher, mais les 5 projets qui ont été retenus étaient néanmoins les 5 projets sur lesquels la plupart des membres du jury, ou une bonne majorité, s'étaient prononcés. Donc les choses se sont faites sans trop de douleur.
Denis Hamon, est-ce que c'est une année riche pour les initiatives locales, selon vous? Est-ce que c'est une bonne année? Est-ce que c'est un bon cru, si j'ose dire? Bah, écoutez, ça fait 5 ans qu'on fait le concours ESS et comme l'a dit Francis, qui est mon conseiller délégué, on travaille en équipe et donc bah, moi je l'ai laissé à la manœuvre parce qu'on devait se répartir. On était aussi avec cette pandémie en gestion de crise, en travail pour soutenir l'économie, ce que vous avez souligné tout à l'heure avec Antoine Bréard. Et donc les acteurs locaux, les acteurs de proximité, les associations dont font partie les lauréats ici. Et donc notre enjeu était celui-là. Et donc c'est toujours un bon cru et c'est toujours un crève-cœur d'avoir à choisir parce que finalement on a des dizaines d'initiatives extraordinaires sur le territoire. Et puis bah, parce qu'on veut finalement pousser un petit peu à une forme de, non pas de compétition, mais d'émulation. Bah, on fait ce concours depuis 5 ans et on pousse des initiatives qui nous paraissent vraiment intéressantes et qui peuvent inspirer les autres. Et Francis le fait aussi dans le domaine de l'innovation sociale à travers le Rallynov, qui cette année ne pourra pas se tenir, mais qu'on fera l'année prochaine aussi. Bien, Denis et Francis, je vous propose d'appeler les heureux élus, comme on dit, et on va commencer, enfin vous en avez eu un aperçu donc, dans le petit clip de tout à l'heure, on va commencer par le centre Résolude, qui est à Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire. Alors avec nous, j'espère, Maria Marbier, est-ce qu'elle peut monter sur scène? Maria Marbier, bonjour. Maria, quelle est votre fonction dans l'association? Alors, Maya Marbier, je suis éducatrice Montessori et également responsable gestion administration du centre. Et je suis aujourd'hui avec ma collaboratrice Aline Walter qui est orthophoniste dans le centre. Alors, le centre Résolude, c'est quoi? C'est l'accueil collectif d'enfants que vous appelez atypiques. C'est quoi un enfant atypique? Tout à fait. Alors, des enfants atypiques, ce sont des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux ou troubles des apprentissages, donc ce qu'on appelle communément des enfants 10 ou hyperactifs, etc. Depuis quand existe Résolude? Alors, on a ouvert les portes du centre l'année dernière, en octobre 2019. Le nombre d'employés, vous nous parlez de l'association en général, comment ça fonctionne? Alors, on a une association en jeu qui est assez réduite, et on est 3 intervenants d'enfants, c'est-à-dire une orthophoniste, un éducateur spécialisé et moi-même en tant qu'éducatrice Montessori. Bon, j'imagine que ce n'est pas un métier facile. Aujourd'hui, avoir cette récompense, est-ce que c'est quelque chose qui vous, j'imagine, vous encourage à continuer? Tout à fait. Alors, on voudrait adresser nos sincères remerciements à la région pour son soutien dans le cadre du prix de l'ESS. Un soutien donc qui nous permet vraiment tout simplement de pouvoir envisager de terminer cette année scolaire et de poursuivre nos projets avec les enfants et de répondre à des besoins de notre territoire qui sont importants. Voilà, c'est pour ça que ça nous tient vraiment à cœur. C'est que notre proposition qui s'adresse spécifiquement aux enfants atypiques, mais aussi à leurs familles, est là pour vraiment comme une solution innovante par rapport à des contraintes importantes auxquelles font face à la fois ces enfants et leurs familles. Donc, des contraintes d'emploi du temps, de fatigue, des contraintes de trajet. Et nous, face à ces contraintes, on veut vraiment apporter une réponse qui va permettre de réduire la fatigue et les trajets. J'imagine que cette année a été, comme beaucoup d'entre nous, difficile avec cette crise du Covid. Alors, c'était pour nous une année de lancement, de toute façon. Et la crise Covid a mis entre parenthèses nos activités, mais grâce au soutien de nombreux partenaires, on a pu réenvisager de réouvrir et de poursuivre cette année scolaire. Sachant que pour nous, les soutiens sont importants parce qu'on met aussi une attention particulière à la mixité sociale. On met en place dans notre budget une caisse d'aide pour les familles les plus en difficulté. Et voilà, à nous, après, de chercher des soutiens pour
pour permettre de trouver les financements pour constituer cette caisse de solidarité. Merci Maya Marvier. Francis Côté ou Denis Hamon, un mot sur le choix de cette association. Pourquoi l'avoir distinguée? Denis ou Francis? Est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez? Oui, allez-y, Denis. Oui, pour moi, ce qui est important, c'est qu'en fait, à travers ce concours et ces 5 prix, on illustre l'importance finalement il y a la vision politique de l'économie sociale et solidaire qui, au fond, cherche à concilier, cherche à innover, cherche à concilier l'écologie, le social et une logique en territoire de développement durable, en lien avec des acteurs qui font du concret. Et moi, c'est ça que ça illustre. C'est-à-dire que souvent, on dit, oui, la politique, c'est des grandes idées. Dans l'économie sociale et solidaire, oui, ce sont des grandes idées. On a une vision démocratique de l'entreprise, on a une vision pour associer les parties prenantes, mais c'est aussi comment concrètement on aide des initiatives sur les territoires qui sont utiles. Je veux dire, pour ces enfants-là qui sont, on dit, atypiques, le système tel qu'il est organisé aujourd'hui traite, entre guillemets, des enfants qui n'ont pas trop de problèmes et qui sont dans une logique, on va dire, classique. Et donc là, c'est un système massif. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver des moyens d'individualiser, d'accompagner de manière plus fine, de plus en plus. L'économie sociale et solidaire permet de faire ça dans cet exemple-là précis. Et nous avons la vocation à faire cela. Et c'est toute la force de l'ESS pour moi. Alors concrètement, comment va être aidée l'association? Un prix en espèces sonnantes et trébuchantes, c'est-à-dire… Francis, on va le faire à 2 voix. Maya Marvier, vous savez sûrement. Oui. À quelle somme avez-vous eu droit? Alors, on a eu la chance d'obtenir 4 000 €. Voilà, comme je vous le disais, ça nous permet vraiment de boucler notre budget pour cette année. Donc, c'est vraiment indispensable pour nous. Maya, si on veut en savoir un peu plus sur l'association Resolute, vous avez un site internet peut-être? Tout à fait, on a un site www.centreresolute.fr. Et ce que je tenais vraiment à mettre en avant, c'est que notre centre, il intervient vraiment comme soutien à l'inclusion en milieu ordinaire, comme le disait très bien M. Hamon. Voilà, nous, on est là en complémentarité, en collaboration avec l'école, avec des méthodes particulières qui sont adaptées, avec une approche ludopédagogique qu'on ne trouve pas forcément dans les autres offres de soins. Et voilà, nous, on intervient vraiment pour que ces enfants puissent trouver les clés de la réussite le plus longtemps possible dans l'école. Très bien, eh bien écoutez, merci encore et bravo à l'association Resolute. Alors on passe à la deuxième initiative qui s'appelle Acrobal Circus. Alors bon, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. C'est une association d'éducation populaire avec comme fond d'éducation en quelque sorte le cirque. Elle a 15 ans d'âge maintenant, c'est la seule école de ce type installée dans la Nièvre. Est-ce que Bruno Laronde est avec nous? Est-ce que Bruno Laronde, qui doit être très, très agile, peut monter sur scène? Il est en attente, là, il arrive. Il est en attente. Bruno Laronde avait… Alors, un mot, Francis, sur l'Acrobal Circus, peut-être? Francis, côté? Oui, pardon, je remettais mon… Oui, l'Acrobal Circus, vous l'avez distingué pour quelle raison? Pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on sait pertinemment que au-delà du cirque, stricto sensu, pardon, il y a effectivement tout un travail autour de la motricité, autour aussi de la prise de confiance, autour de quelque part faire les choses ensemble, préparer un spectacle ensemble. Le cirque, ce sont également une activité où le plus souvent ça se fait à plusieurs, donc on a besoin, chacune a besoin de l'autre. Enfin voilà, c'est cet aspect un peu de… déjà, c'est la seule association dans la Nièvre, hein, ce qui n'est pas anodin.
Voilà. Et puis, même si, bien évidemment, par rapport au vote de chacune et chacun, nous avons été très impartials, mais voilà, moi je sais que personnellement, j'essaye de mettre en place avec les collectivités locales un centre régional d'apprentissage du cirque et des arts du cirque, parce que voilà, je pense qu'effectivement, par rapport à cette période, on voit bien que c'est compliqué, et je pense que le cirque a toute sa place dans l'espace public, a toute la place, bien évidemment, dans le cadre de l'ESS, et que c'est peut-être encore un des domaines dans lesquels on peut effectivement, alors on aide, à preuve, on a fortement aidé pour l'Odyssée du cirque dans la Haute-Saône, mais voilà, je pense qu'on peut encore toutes et tous, alors pas spécialement en espèces sonnantes et trébuchantes, hein, c'est important, mais pas que. Voilà, et je pense que le cirque a vraiment toute sa place et doit prendre toute sa place dans notre belle région. Très bien, alors ça s'appelle Acrobal Circus, dans la Nièvre. À quel endroit précisément, Francis? Alors ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Écoutez, vous cherchez et puis Ouais. on avance et on donnera l'information un peu plus tard. Acrobal Circus avec, hélas, Bruno Laronde qui n'a pas pu me monter sur scène, même en trapèze apparemment. Alors voilà, c'était la deuxième initiative. Pour la troisième récompensée, c'est l'association La Furieuse. L'association La Furieuse est à Besançon. C'est un café-restaurant solidaire et culturel. La présidente, c'est Anne-Lise Pilon. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, hélas, en tout cas en direct. Et elle tenait malgré tout à parler évidemment de sa création, La Furieuse. On l'écoute. L'association La Furieuse est née en janvier 2018 dans le but de créer un café-restaurant associatif à Besançon. Voilà, on a répondu à un appel d'offres qui nous a fait arriver au Pixel. Du coup, on tient l'établissement depuis août 2018. Et le principe de ce café-restaurant associatif, ça repose sur 3 éléments, 3 piliers. Un restaurant solidaire, donc en fait on applique une tarification solidaire qui permet à des gens qui ont moins de moyens de venir manger moins cher que le tarif classique affiché de nos plats. On est café culturel, c'est-à-dire que l'après-midi on propose aux gens de venir boire un petit truc en bouquinant. On a une bibliothèque accessible, on a des jeux à disposition, on fait également des ateliers, ce genre de choses. Et puis on est aussi un lieu d'éducation populaire et on essaye par la culture, par des conférences, des débats, le soir, la plupart du temps, de proposer des activités, des réflexions, des temps d'échange aux gens, aux habitants du quartier, aux habitants de la ville. Modèle économique un petit peu particulier, un petit peu alternatif, je dirais. On essaye, notre objectif principal, l'objectif de l'association, c'était de créer de la mixité sociale, du lien social entre les individus et de permettre un accès à l'éducation populaire, à la culture pour tous. Donc on fonctionne pour y arriver, en tout cas on s'est donné quelques objectifs et du coup on a cette tarification solidaire au restaurant, mais on a aussi des boissons à prix très réduit, comme le café à 1 € ou les cafés suspendus. Les gens peuvent venir payer un café d'avance pour quelqu'un qui n'aurait pas les moyens d'en boire un. Et puis on a surtout l'accès libre et gratuit à tous nos événements culturels. C'est-à-dire que n'importe qui, même celui qui n'a pas les moyens, n'est pas obligé de venir consommer. Il peut juste venir assister à un spectacle, à une représentation, à une conférence. Et donc ça, pour nous, c'est un moyen de favoriser la mixité, la rencontre des populations, et puis plus loin, la tolérance, l'échange, le partage, etc. Il va nous servir à finir l'année en essayant d'équilibrer nos finances, ce qui n'est pas gagné d'avance vu le contexte. Nous, ce qui nous a pénalisé surtout cette année, c'est qu'on n'a pas pu organiser des événements avec beaucoup de monde, donc forcément notre chiffre d'affaires s'en ressent, et donc du coup c'est difficile de faire tourner la machine sans cet apport financier qu'est pour nous la restauration et le bar, même si c'est pas le cœur de nos objectifs, mais en tout cas c'est ce qui nous permet de fonctionner et d'équilibrer. Donc voilà, ce prix il va nous donner un petit peu d'air, et c'est super, on est
super contents. Quand on a appris la nouvelle pendant le contexte, juste avant le nouveau confinement, c'était vraiment pour nous une bouffée d'air. Mais voilà, ça suffira pas, donc il faut qu'on continue, qu'on se batte, et puis on espère rouvrir bientôt pour accueillir les gens. Le micro, Alain. Alain, on t'entend pas. Ton micro. Bonjour à tous. Alors, c'est Alain Passerelle qui a donc un problème de micro. Peut-être, Denis, on peut peut-être, en attendant qu'Alain puisse remettre son micro. Bien sûr. Dire un mot sur la Furieuse. Oui, tout à fait. D'abord, ce qu'il y a d'intéressant finalement, c'est que les 5 initiatives sont vraiment partout sur le territoire. Moi, je trouve ça vraiment bien. Francis parlait précédemment d'Acrobat Circus ils sont à Nevers. Nevers, oui. Et là, on est à Besançon. Et ce que je trouve intéressant, c'est finalement que c'est un lieu qui, d'une part, accueille une dynamique d'économie sociale et solidaire avec ce café. Et puis, dans ce café, ils ont accueilli aussi cette association qui fait de l'éducation populaire, qui ouvre un certain nombre de sujets et qui les met au débat. Et moi, je trouve ça vraiment très intéressant parce que là aussi, c'est de la politique, c'est au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'on crée du débat au plus près des citoyens, on leur donne la capacité à s'emparer du monde tel qu'il est, à débattre, à être dans la délibération et dans la capacité à créer ensemble à la fois de la réflexion, à la fois de la décision, à la fois de la confrontation positive. Il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Et en tout cas, ça génère vraiment, je trouve, du lien social, c'est-à-dire qu'on est à nouveau à se parler, on n'est pas dans des communautés étanches. Et je trouve ça vraiment très important, ce que fait dans le Pixel la Furieuse. Et puis surtout, j'ai trouvé génial compte tenu du contexte de pandémie, et on est dans une espèce de gigantesque risque psychosocial dans notre pays, avec des gens en dépression, avec vraiment un besoin de parler. Et cette idée d'apéro bonne nouvelle, j'ai trouvé ça assez formidable. Donc voilà. Merci. Voilà je pense que mon son est revenu de mon côté. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Alors, on va continuer avec l'association Les Triporteurs. Triporteurs, c'est à Lons-Saunier. Ça dit bien ce que ça veut dire aussi. À mon avis, on doit se déplacer avec ce mode de locomotion. Est-ce que, pour en parler avec nous, c'est Marcel Giraud. Bonjour Marcel Giraud. Oui, bonjour. Bon, content d'avoir été distingué. Ah, bien sûr, ça nous fait toujours plaisir parce que être reconnu, c'est toujours intéressant. Et puis, surtout, nous, on espère que notre projet peut être essaimé dans d'autres régions. Alors, c'est quoi votre projet? Alors, notre projet tient dans le statut, dans l'article 2 des statuts, qui dit que l'association offre un service de course aux personnes âgées, isolées, handicapées, à l'aide de vélos triporteurs à assistance électrique. Donc, on fonctionne depuis 6 ans maintenant. Et je dois dire que le premier confinement a boosté notre activité, bien sûr, parce qu'il y avait de plus en plus de personnes qui avaient besoin qu'on leur livre leurs courses, et seulement les personnes qui sont isolées. Et ce qui nous conforte, c'est que parfois, les gens nous disent, ben, vous savez, c'est la seule visite que j'ai eue de cette semaine, quoi. Voilà. Donc, effectivement, on intervient dans le cadre du maintien à domicile, qui est une priorité nationale. Et puis, en plus, on favorise un environnement avec des déplacements doux, puisque ce sont des vélos triporteurs. Voilà. Social. Alors, c'est donc un projet social à la fois et écologique.
Tout à en fait. utilisant vous avez combien de triporteurs à disposition? Alors, actuellement, on a 6 triporteurs et on en a on en a un 7e qui n'est pas encore en service, mais que le Rotary Club, il faut dire, nous a offert pour transporter 2 personnes. Voilà. Donc, ça va être le projet 2001 de transporter des personnes qui ont besoin d'aller chez le Toubib, qui ont besoin d'aller à la pharmacie, qui ont besoin de faire des courses et qui ont du mal à se déplacer ou qui ont du mal à prendre un taxi, quoi, effectivement. Avec donc, qui se déplaceront en triporteur. En plus, vous leur offrez un petit voyage sympa. Voilà. Un moyen de locomotion inhabituel qui leur rappellera peut-être le film de Darry Cole que oui, que les anciens connaissent, quoi. Bien sûr, bien sûr. Comment est-ce que vous fonctionnez financièrement? Alors, on demande une petite participation de 5 € pour la course, même si ça nous prend 3 quarts d'heure. Donc, effectivement, ça ne peut pas se rentabiliser au moyen des courses aux particuliers. Donc, on fait des navettes aussi pour quelques entreprises qui sont surtout dans le secteur social. On a des aides. Et puis, on fait de la publicité pour les commerçants sur nos triporteurs. Ça va vous apporter quoi, le prix que vous avez reçu? Ça va vous aider en quoi, une nouvelle initiative? Ça va nous aider surtout parce qu'on change d'échelle, parce que jusqu'à maintenant, j'ai assuré la direction de cette association en tant que président bénévole, quoi, hein, c'est-à-dire à 35 à 40 heures par semaine. Donc, j'arrive à un certain âge que je tairai pour les dames, mais j'ai besoin d'être remplacé et avec les appuis du cluster Jura, on va essayer de changer d'échelle, c'est-à-dire de passer cette fois non plus de me remplacer par un personnel salarié qui est à côté de moi, c'est Oriane Favero qui a démarré le 1er septembre. Donc, effectivement, c'est un salaire supplémentaire d'une personne responsable. Donc, on a besoin de beaucoup d'argent pour les 2 ou 3 prochaines années avant qu'on ait absorbé le surcoût, quoi. Voilà. Merci Marcel Giraud et bravo. L'association, je le rappelle, s'appelle les Triporteurs. Rapidement, Francis ou Denis, un petit mot sur les Triporteurs et votre souhait de les distinguer. Ouais, juste, pardon, si Denis permet, juste un mot très très rapide. Déjà, Monsieur Giraud, moi personnellement, j'ai trouvé cette idée géniale. Voilà. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu passer par la tête pour mettre en place cette idée qui est vraiment géniale. Voilà. Et puis, s'il en était besoin, le fait que vous soyez maintenant, si j'ai bien compris, appuyé par le cluster, peut effectivement vous permettre de grandir et on est bien dans un des items importants de l'innovation sociale qui est qu'une idée portée par 1, 2, 10 personnes se mette en place, fasse son petit bout de chemin et finalement grandisse et puisse être essaimée sur d'autres territoires. Voilà. Et s'il en était besoin, voilà une des raisons pour lesquelles moi j'avais donné mon vote à votre fabuleuse initiative. Merci, merci Francis. On va avancer parce qu'on arrive au terme de notre conférence. La 5e et dernière initiative, alors je ne sais pas si on va la voir, hein, normalement c'est Céline Souakria qui doit nous rejoindre, mais je pense que c'est pas évident là aussi, décidément, encore 1000 excuses, hein, mais pour ces premières JEA en virtuel, on avance un peu techniquement, mais tout n'est pas encore absolument. On touche du doigt l'importance du réseau dans les territoires. Oui. Le coup de cœur du jury, maintenant, pour finir, 5e et dernière initiative. Enfin, encore un plus grand coup de cœur, parce que je suppose que chaque initiative, vous venez de le dire, Francis, a été chère à votre cœur, mais celle-ci peut-être encore plus. Alors, ça s'appelle tout simplement la Maison de Jeanne.
Francis Côté, vous étiez particulièrement attaché aussi. La maison de Jeanne, c'est celle de Georges Brassens, ou il y a une liaison entre ces deux prénoms? Ah, on vous entend pas, Francis, on vous entend pas. Peut-être appuyé sur un micro, là aussi. Excusez-moi. Oui, je disais, je suis en contact par SMS avec Céline Souakria, qui est vraiment désolée, mais bon, vous voyez, à Belfort, on a aussi des problèmes on a aussi des problèmes de connexion. Sans trahir quoi que ce soit, puisque c'est pas un secret, mais la maison de Jeanne, c'est en l'honneur de la maman de Madame Souakria. Voilà. Très bien. Alors, vous l'expliquer elle-même, ça aurait été évidemment plus intéressant et plus prenant, mais voilà, c'est un peu un clin d'œil à sa maman. C'est une maison qui accueille. Pardon? C'est une maison qui accueille, oui, qui est destinée à accueillir, comme encore une fois, peut-être la Jeanne de Georges Brassens accueillait voilà, tout à fait. des personnes un peu perdues, et en l'occurrence une catégorie sociale très particulière. Oui, alors c'est une structure qui souhaite, puisque c'est encore un projet qui avance bien, mais c'est un projet. L'idée, c'est de créer une structure d'accompagnement pour héberger des jeunes femmes avec leurs enfants, donc des femmes qui se retrouvent en situation de rupture, en situation difficile. Donc les accueillir, mais pas leur offrir, j'allais dire, le gîte et le couvert pour leur offrir le gîte et le couvert, mais voilà, il va y avoir tout un travail autour d'insertion professionnelle, voilà, de manière à ce qu'elles puissent, au bout de 2 ans, ou avant ou après, mais l'idée c'est 2 ans, si les choses se déroulent bien pour elles, voilà, de manière à ce qu'elles puissent, à un moment donné, prendre leur envol avec en main toutes les clés ou une grande partie des clés possibles, et ben pour retrouver, si je puis dire, une vie sociale, une vie familiale, une vie professionnelle, voilà, j'allais dire digne de ce nom, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais voilà, l'idée c'est vraiment de les accompagner sur un panel global, pour justement leur remettre le pied à l'étrier, comme je disais, leur permettre de voler de leurs propres ailes, sachant bien. C'est un projet important et qui réclame quand même des moyens importants. Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement d'accueillir les femmes en situation difficile, mais de leur permettre de repartir. Et c'est dans la vie seule, c'est-à-dire les accompagner tout au long de leur renaissance, si j'ose dire. Et c'est pas évident, évidemment, de les suivre. C'est un projet important. Il y a beaucoup de personnes derrière. Oui. Une des forces de ce projet, la Maison de Jeanne, c'est que Céline Souakria et son équipe ont réussi à fédérer autour de ce projet un grand nombre, la région bien évidemment, mais également la ville de Valdoie qui les accueille, le Grand Belfort, et puis il y a tout un travail en réseau, le conseil départemental, il y a tout un travail en réseau qui va se faire. Par exemple, pour l'insertion professionnelle, il y a un accord avec Randstad, dans le cadre de leur fondation, voilà, qui mettra à disposition de la Maison de Jeanne un spécialiste de l'insertion. Enfin, voilà, il y a tout un travail, il y a aussi une réflexion qui est menée pour que le conseil départemental puisse éventuellement mettre à disposition une conseillère en économie sociale et familiale, un éducateur. Enfin voilà, c'est tout un travail de réseau qui permet obligatoirement de diminuer un peu les coûts, mais au-delà de ça, c'est vraiment et c'est à ça que tenait Madame Souakria, vraiment que ça soit un territoire qui se saisisse de ce projet. Denis, peut-être juste un dernier mot très rapidement, parce qu'on est très en retard sur ce projet particulier. Moi, je trouve que là aussi, on est au cœur des évolutions de la société. Malheureusement, il y a des couples qui se séparent, les gens ont des enfants et les femmes, souvent seules, doivent élever les enfants. Et ça, c'est une problématique globale dans notre société. Et là, on trouve des solutions pour à la fois accompagner ces femmes qui souvent ont des emplois précaires, ont des emplois qui ne sont pas évidents, avec des horaires pas toujours évidents. Et donc,
les enfants, si on fait rien, restent seuls. Et donc, il faut à la fois les aider à aller vers une autonomie, évidemment financière, et avoir une vie socialement intéressante. Et il faut aussi que les enfants soient pas seuls pour que, parce qu'ils sont seuls, ils vont peut-être dans des dérives, et donc il y a des problèmes éducatifs derrière, et après il y aura des problèmes de prévention, et il y aura des problèmes de sécurité. On est au cœur du sujet de la politique et d'une politique publique qu'il faut mettre en place, parce que de plus en plus, ce sujet est existant. Mais il n'est pas visible en termes de politique publique et d'organisation derrière, de comment on peut accompagner ça. Tout à l'heure, j'entendais les questions de rentabilité sur l'initiative de la compagnie des triporteurs. Là, on est aussi au cœur de comment on peut éviter un certain nombre de coûts sociaux parce qu'on aura anticipé, parce qu'on aura su investir au bon moment et accompagner ces enjeux très importants dans la vie quotidienne des gens, mais aussi pour la société. Voilà, moi, j'insiste là-dessus. Les familles monoparentales qui ont été découvertes par un certain nombre de personnes au cours de ce mandat, nous, qui sommes acteurs de terrain, et ça ne nous empêche pas de réfléchir à la stratégie, on les soutient à travers ces initiatives-là. Et il faudrait qu'au niveau national, il y ait un vrai débat là-dessus et qu'on crée des politiques publiques pour accompagner ces sujets-là qui sont des vrais enjeux, à mon sens. Très bien, Denis. Merci, Francis. Merci, Denis. Et puis, bravo pour votre sélection. On a vu 5 initiatives vraiment très, très intéressantes. Et on regrette aussi que Bruno Laronde, qui fait part de sa déception, n'ait pas pu monter sur scène. Hein. C'est pour Acrobat Circus. Voilà donc pour les 5 initiatives récompensées. Elles concernent la Bourgogne-Franche-Comté, mais j'en profite pour vous dire que ce genre d'initiative, au niveau de la France tout entière, vous pouvez les retrouver dans l'alternative économique de ce mois de novembre. Je suppose que vous le voyez à l'envers là, mais vous voyez un petit peu la couverture telle qu'elle est. Et à l'intérieur, vous avez un cahier spécial de 16 pages qui vous présente des initiatives sur toute la France, celle-ci, de la même nature, de la même nature que les initiatives qu'on vient de voir. C'est dans le domaine de la santé, de l'énergie, de l'alimentation, de l'emploi ou du numérique. Et c'est vraiment très, très intéressant. Donc, évidemment, quand tu parles d'alternative économique, on a une pensée pour Philippe. Bien sûr. Dans l'alternative économique du mois de novembre, alors que le mois de décembre vient juste de paraître, mais vous pouvez probablement le trouver encore en kiosque, dans les librairies ou peut-être directement avec Alternative économique. Voilà, nous sommes au début des 5e journées de l'économie autrement. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à vous inscrire à l'une ou l'autre des tables rondes, des débats, des ateliers qui auront lieu pendant 2 jours. Hein, et évidemment, c'est jusqu'à demain soir. La prochaine conférence est à 14h30. Premier de tranchée, premier de corvée. Le terme a été beaucoup employé évidemment durant la crise que l'on vient de subir, qui n'est pas que l'on vient de subir mais qu'on continue à subir évidemment. Pourquoi les métiers dits les plus utiles sont-ils si peu reconnus? Voilà, une conférence à partir de 14h30 à laquelle vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Voilà, bonne journée de l'économie autrement. Merci messieurs, merci de votre présence. Merci Alain. Merci pour les Alain. prochaines JEA peut-être. Voilà. Merci à tous. Et portez